Alors, je vous propose aujourd'hui de faire une application d'une branche adjacente, puisqu'on a vu précédemment le coefficient de transmission en puissance qu'il y avait dans une conduite principale lorsqu'on mettait en parallèle une branche adjacente. L'application qu'on va faire aujourd'hui est celui du résonateur d'Helmholtz. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un résonateur d'Helmholtz? C'est avant tout une cavité avec un certain volume qu'on va noter V, de section S et de longueur L. Et vous allez voir qu'en fait, S et L nous importent peu, c'est surtout le volume d'air qui est à l'intérieur qui va nous intéresser. Et à l'extrémité d'une des surfaces de ce volume, on a un col qui a une section SC et une longueur LC. Alors, de façon concrète, un résonateur d'Helmholtz, c'est un peu comme cette bouteille. Et du coup, là, vous avez le volume de la bouteille qui fait 50 centilitres. Et vous avez un col ici d'une longueur de 3 cm. Et du coup, si on vient solliciter ce résonateur en soufflant à l'embouchure, on va avoir une résonance ici de ce résonateur d'Helmholtz qui va être caractérisé par une fréquence bien particulière. On voit une résonance acoustique ici qui est à une fréquence plutôt faible, plutôt entre 100 et 300 Hz à peu près. Donc l'objectif de cette séance est de vous montrer par le calcul ce qu'est un résonateur d'Helmholtz, autrement dit de trouver l'impédance qu'il y a à l'embouchure de ce résonateur pour pouvoir, une fois avoir identifié la partie réelle et la partie imaginaire, placer ces quantités dans le coefficient de transmission en puissance et voir ce que devient ce coefficient en puissance. Donc quand on souffle ici au niveau de l'embouchure, on a une fréquence particulière et qui peut être traitée de la façon suivante. On peut faire l'hypothèse, par exemple, et c'est l'hypothèse qu'on prendra toujours, que le volume d'air qui est dans le col va se comporter comme un milieu incompressible. Un peu comme un bouchon, si vous voulez, qui aura son volume qui va rester inchangé lors du phénomène physique. Et l'air qui occupe une plus grande place ici dans la cavité va lui se comporter comme un milieu compressible. Donc dès lors que le bouchon va rentrer dans la cavité, ce bouchon incompressible, il va comprimer l'air de cette cavité et du coup la pression va augmenter. Cette pression qui augmente va avoir tendance à pousser sur le bouchon pour le faire sortir du col. Du coup, le bouchon va sortir du col et ça va générer finalement une dépression dans la cavité. Cette dépression qui va entraîner de nouveau le bouchon vers le col. Donc finalement, c'est comme si on avait un système masse-ressort avec le bouchon qui représente la masse et puis la partie rappel qui est générée par la compression et détente de l'air qu'il y a dans la cavité. Donc ça, c'est pour reprendre le schéma qui est en haut à droite. Donc si on regarde un peu plus près le bouchon, donc on a une représentation ici à gauche où le bouchon est représenté par un domaine qui est assuré et l'air qui est en blanc. Dès lors que le bouchon rentre d'une certaine quantité dx dans la cavité, la pression qui était égale à P0 lorsque le bouchon était en plein milieu du col, donc c'est-à-dire à l'état d'équilibre, cette pression est rehaussée d'une quantité dP qui va être positive. Et cette surpression qui apparaît va générer un effort F qui va être orienté de l'intérieur de la cavité vers l'extérieur et qui va avoir tendance à pousser le bouchon vers l'extérieur. Alors encore une fois, quand ce bouchon va être propulsé vers l'extérieur, on va avoir une détente de l'air qui est à l'intérieur de la cavité, et du coup la pression devient P0 plus dP, mais avec dP qui est négatif cette fois-ci. Et cette dépression va venir générer un effort sur la surface ici du bouchon qui va avoir tendance à entraîner le bouchon à l'intérieur de la cavité. Donc cette fois-ci, l'effort est orienté de l'extérieur de la cavité vers l'intérieur. Donc on a finalement un effort de rappel ici qui est associé au ressort que j'ai simulé et que j'ai écrit tout à l'heure. Donc on a un système masse-ressort qui est caractérisé par une fréquence propre, une fréquence de résonance du coup, et qui va caractériser la résonance
du résonateur que je vous ai montré à l'instant. Donc si on veut formuler la fréquence de résonance, il nous faut écrire le principe fondamental de la dynamique, dans lequel on a la masse de ce bouchon multiplié par l'accélération du bouchon et qui est égal à l'effort de rappel. Si on arrive à écrire ça, on pourra écrire une équation d'oscillation qui mettra en évidence la pulsation propre et du coup la fréquence propre. Et du coup, pour obtenir cette équation-là, il faut mettre d'abord en évidence l'effort de rappel. Et l'effort de rappel ici est lié, comme je viens de vous le montrer, à la variation de pression de l'air qu'il y a à l'intérieur de la cavité. Donc en premier lieu, ce qu'il faut écrire, c'est l'effort de rappel. Une fois qu'on a l'effort de rappel, on écrit le principe fondamental de la dynamique et ensuite on obtient la fréquence de résonance. Alors, une fois qu'on a obtenu ça, comment on fait pour obtenir l'impédance qu'il y a à l'embouchure? Alors, l'impédance qu'on a à l'embouchure, c'est la pression qu'il y a ici au niveau du col, divisée par le débit acoustique. Et on va voir que l'amplitude de la pression, on peut l'obtenir à partir du principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire une équation d'oscillation, mais forcée cette fois-ci, puisque l'application en fait de ce résonateur fait qu'on a une conduite comme ça qui vient à l'embouchure, et le résonateur est branché en parallèle de cette conduite, et du coup c'est l'onde acoustique qui va venir solliciter l'embouchure. Donc on va voir qu'on va être capable à partir de l'équation d'oscillation forcée d'écrire la pression qu'on a au niveau du col, et connaissant cette pression, on va pouvoir déterminer l'impédance. Donc on va identifier la partie réelle, la partie imaginaire de cette impédance, et on va, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, mettre ces quantités dans le coefficient de transmission en puissance. Alors, comme je disais, on va essayer de mettre en évidence tout d'abord l'effort de rappel. Donc, ça c'est la première étape, c'est de mettre en place l'effort de rappel que je vais noter F. Et je vais le mettre en vecteur. Donc, on a vu dans le raisonnement tout à l'heure que cet effort de rappel était lié à la variation de pression qu'il y avait dans la conduite. C'est une variation de pression par rapport à P0, P0 qui est la pression acoustique qui règne dans la cavité dès lors que le bouchon est à l'équilibre. Autrement dit, dès lors qu'on n'a pas sollicité en fait le résonateur. Et cette pression P0 est égale à la pression atmosphérique. Donc la variation de pression qui va m'intéresser, ça va être un P moins, ça va être P moins P0. Vous notez qu'on prend P majuscule pour traiter la pression statique, et donc P0, ça va être la pression ambiante. Et une fois qu'on a la pression, cette variation de pression, et bien après ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par la section du col pour obtenir l'effort de rappel. Alors le but maintenant, c'est de trouver cette quantité P moins P0. Alors on va faire une hypothèse. Quand il y a cette compression du volume d'air qu'il y a dans la cavité quand le bouchon rentre, ou cette dépression quand le bouchon sort, on va faire l'hypothèse ici qu'on a une transformation qui est isentropique. Si la transformation est isentropique, on a alors une relation entre la pression statique et la masse volumique via gamma qui est le rapport des chaleurs spécifiques. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu une fois. Hein. Si je veux la variation de P, je peux passer par une pression différentielle dP qui est égale à gamma fois ρ puissance gamma moins 1 multiplié par la constante fois d ρ. Sachant que la constante est égale à grand P sur ρ puissance gamma d ρ. On a une simplification et on trouve ça, c'est-à-dire gamma fois P sur ρ, sachant que cette quantité-là, comme on l'a vu au début du cours, c'est la célérité, LV au carré. Donc on a une première relation de la variation de pression qui est liée à la variation de masse volumique, sachant que cette masse volumique, elle va être liée en fait à la quantité de masse qui rentre dans le col. C'est lié à la quantité de masse qui rentre dans la cavité. Autrement dit,
la variation de masse volumique, c'est égal à la variation de masse par rapport au volume de la cavité, sachant que cette masse, c'est ρ0 multiplié par la section du col fois dx. dx qui représente la quantité de bouchons qui rentre dans la cavité ou qui sort de la cavité. C'est la grandeur qu'on a vue tout à l'heure dans le schéma. Donc, finalement, on a dp qui est égal à c carré fois ρ0 fois sc divisé par v fois dx. On va pouvoir intégrer cette équation. Donc ça fait p qui est égal à c carré ρ0 sc sur v fois x, plus une constante. Et lorsque x égale 0, ça entraîne p qui est égal à P0, la pression ambiante. Donc du coup, ça fait P moins P0, puisque la constante qui est égale à P0 quand x égale 0, je la mets à gauche. Donc on a P moins P0 qui vaut C carré sur ρ0 fois SC fois V fois x. Donc là, on a quasiment écrit l'effort de rappel. Pour ça, il faut multiplier par la section du col. Voilà. Et là, vous avez la norme de l'effort de rappel. Donc on voit que quand x égale à 0, l'effort de rappel est nul. Et on note aussi que cet effort de rappel dépend du volume, de la section au col, et puis de la masse volumique de l'air. Alors si on revient à notre schéma, on va orienter x dans ce sens-là, par exemple. Ce que l'on note, c'est que dès lors que dx est positif, autrement dit quand le bouchon rentre dans la cavité, f va être négatif. Et dès lors que dx est négatif, f est positif. Ça veut dire que x et f sont de signes contraires. Donc ça va nous aider à écrire le vecteur f et non plus la norme. Donc l'effort de rappel en vecteur va donc être égal à moins c carré sur ρ0 fois sc carré sur le volume fois x multiplié par le vecteur x qui est un vecteur unitaire. Donc on a réussi à écrire le vecteur f qui est le vecteur d'effort de rappel du bouchon par la variation de pression dans la cavité. Donc ça c'était la première étape. Maintenant on va écrire le principe fondamental de la dynamique sur ce bouchon et dans le but de trouver la fréquence de résonance. Alors ce principe fondamental de la dynamique on va écrire selon x, vu qu'on n'a que un mouvement dans cette direction-là, rien selon les deux autres axes. Donc c'est égal à la masse du bouchon multiplié par son accélération. Donc la masse du bouchon, c'est sa masse volumique par son volume. Donc ρ0 fois SC multiplié par la longueur du col. Donc là, vous avez le volume du col multiplié par la masse volumique de l'air, et ça correspond à la masse de l'air qui occupe le col, multiplié par son accélération, qu'on va noter du coup x de point. Et ça, c'est égal, du coup, à moins c carré fois ρ0 fois sc carré sur v fois x. On va pouvoir simplifier les masses volumiques, la section au col ici, et ça va nous permettre d'écrire x de point plus c carré fois sc sur lc fois v fois x égale 0. Donc cette quantité-là, ça c'est la pulsation propre au carré. Du coup, oméga 0, ça va être égal à c divisé par, multiplié par la section col fois lc fois v. Et de ce fait, la fréquence de résonance est égale à c sur 2pi multiplié par la racine carrée de la quantité qu'on a écrite avant. Voilà, donc là on a la fréquence de résonance du résonateur d'Helmholtz,
cette cavité qui est remplie d'air avec un col. On note que cette fréquence dépend de la célérité, qui vaut 343 notre température, et est proportionnelle à la racine carrée de la section au col, et inversement proportionnelle à la racine carrée de la longueur du col et du volume. Donc on voit qu'on est capable ici de jouer sur les géométries du résonateur pour chercher une fréquence en particulier. Alors sur le col, on voit qu'on peut jouer sur la longueur et sa section. Et sur la partie de l'air qui est compressible, c'est uniquement le volume. En fait, on se fiche un peu de la forme du volume. Ce qui compte, c'est sa quantité elle-même. Alors, si on fait l'application numérique sur le résonateur qu'on a vu à l'instant, donc on fait une application, on a un volume qui vaut 50 centilitres. Donc ça fait 5 10-4 mètres cubes. On a un diamètre du col qui fait 1,7 cm, et du coup la section au col fait 2,27 multiplié par 10-4 mètres carrés. La longueur du col vaut 3 cm. Bon, là, ça c'est les caractéristiques. Ça, ce sont les caractéristiques du résonateur que je vous ai montré à l'instant, qui était la petite bouteille là, que je vous ai montré. Donc du coup, on trouve F0 qui va être égal, quand on fait l'application numérique, à 212 Hz. Alors, en fait, on n'est pas sur cette fréquence-là, puisque si on écoute la fréquence, là je vous fais écouter une fréquence qui est à 178 Hz. Et maintenant, je vous fais réécouter le résonateur. Donc vous voyez que là, on a une fréquence qui est très proche de celle que je viens de vous faire écouter, qui est égale à 178 Hz. Ça veut donc dire qu'on a une différence entre la fréquence que je viens de mesurer quelque part, et puis celle qui est formulée, celle qui est donnée par la formule qu'on a obtenue tout à l'heure. Donc maintenant, je vais vous donner une explication à cette différence. Alors, en fait, quand on considère le résonateur, on a, au niveau de l'embouchure, au niveau du col, plutôt, on a considéré qu'on avait une certaine quantité comme ça d'air qui était incompressible sur une longueur qui est égale à LC qui vaut le col, la longueur du col. En fait, ce qu'on note, c'est que l'air qui est à côté, comme ça, de l'embouchure, dès lors que le bouchon va se mettre à vibrer, on note en fait que l'air qui est à côté bouge aussi. Ce qui veut dire que la longueur du bouchon réel est supérieure au bouchon géométrique, si vous voulez. Ça implique plus d'air que celui qui est présent dans le col. Et comme on vient de le voir, expérimentalement, on mesure une fréquence de l'ordre de 178 Hz. Donc ça explique la différence entre le modèle qu'on vient de mettre en place ici, tout à l'heure, et puis l'expérience. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, mais finalement, quelle est la longueur réelle du bouchon? Autrement dit, quelle est la longueur de l'air qui est actif dans cette résonance? Ce qu'on pourrait faire, c'est repartir de la fréquence expérimentale qui vaut 178 Hz et s'intéresser à la longueur réelle. Donc on fait intervenir L'C, la longueur de l'air, qui vibre en fait, et du coup ça nous donne L'C qui est égal à C carré sur 4pi carré fois Sc divisé par le volume et divisé par la fréquence que l'on a mesurée tout à l'heure.
égale à 178 Hz. Et là, on trouve 4,2 cm, sachant qu'on avait trouvé une longueur de colle qui valait 3,0 cm. Ça veut donc dire qu'on a un delta L ici qui vaut 1,2 cm. Autrement dit, la longueur ici de l'air qui n'est pas dans le col mais qui vibre aussi, bah cette région-là a une longueur de 1,2 cm. D'accord ? Donc ce qu'on fait généralement dans le modèle, c'est que soit on modifie la longueur du col par une longueur L', c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle une correction, ou alors il y a des approches un peu plus complexes qui considèrent un rayonnement ici à l'embouchure. Donc voilà pour la partie fréquence de résonance. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le principe fondamental de la dynamique d'un oscillateur, mais forcé cette fois-ci, puisque le résonateur est placé généralement dans une conduite et l'embouchure est sollicitée par le passage régulier d'ondes. Donc on n'est plus sur un système qui est libre, pour lequel on a déterminé une fréquence propre F0, mais on a un système qui est sollicité par les ondes. Donc on doit écrire l'équation d'oscillation, mais d'un système forcé cette fois-ci. Donc on va écrire ici les équations d'un système forcé, sachant que l'effort qui sollicite notre embouchure, ça va être lié en fait à une pression acoustique. Et on va poser cette pression acoustique comme étant Pb tilde exponentielle j-oméga t. C'est-à-dire qu'il faut multiplier cette quantité-là par la section du col pour voir finalement apparaître l'effort de sollicitation. Okay, donc ça c'est l'effort de sollicitation. Du coup, le principe fondamental de la dynamique s'écrit toujours de la même façon que celle qu'on a écrite tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la masse du bouchon fois l'accélération. Quand on a affaire à un système forcé, généralement l'effort de rappel, on le met à gauche. Donc on a ρ0 c carré sc carré sur v fois x, et ça c'est égal à l'effort qui sollicite notre système oscillant, sachant qu'ici on a utilisé une écriture qui est harmonique avec des complexes, donc du coup on va écrire des complexes aussi pour x. Maintenant quand on regarde, quand on a un système qui est forcé d'osciller, on a une oscillation qui va être harmonique. Ça veut dire que si on regarde le déplacement du bouchon, on va pouvoir l'écrire de façon complexe, avec un terme d'amplitude A et puis un terme de phase, oméga t. Du coup, la vitesse, c'est j oméga fois A exponentielle j oméga t. Et l'accélération, c'est moins oméga carré fois A exponentielle j oméga t. Donc voilà, ça c'est ce qui caractérise le bouchon. Donc maintenant, on va pouvoir réécrire l'équation qui est au-dessus, mais en remplaçant x tilde de points et x tilde par les expressions qui sont données en vert. Donc ça nous donne moins ρ0 fois SC fois LC fois oméga carré fois A. J'enlève les exponentielles j oméga t, plus ρ0 c carré fois SC au carré, divisé par le volume fois A. Et ça, donc, c'est égal à SC fois Pb tilde. Donc, Pb tilde est égal à moins ρ0A que je peux mettre en facteur, fois SC fois LC fois oméga carré, moins C carré fois SC au carré, divisé par V, sachant que ça c'est SC fois PB, donc du coup je peux simplifier par les SC, chose que je n'ai pas fait, voilà, et de ce fait
Là, ça m'enlève ça. Très bien. Voilà, donc du coup, maintenant qu'on a écrit PB, on va pouvoir écrire ZB, qui est égal à l'amplitude de la pression divisé par le débit acoustique. Le débit acoustique, c'est la section du col multipliée par la vitesse, qui est égale à J oméga fois A. Donc, ça nous donne moins ρ0 fois A fois LC oméga carré moins C carré fois SC sur V, le tout divisé par SC fois J oméga fois A. Le terme A va partir ici. Je vais avoir 1 sur J qui est égal à moins J avec le moins qui est ici, ça fait plus J. Et puis le oméga, je vais pouvoir le rentrer dans la parenthèse, et le SC aussi. Donc il va me rester une expression que je vais pouvoir encadrer du coup, qui va être égale donc à J fois ρ0 multiplié par oméga fois LC divisé par SC et moins C carré, il ne reste que celui-là, fois V fois oméga. Donc ça, c'est l'impédance à l'embouchure qui est égale, de façon généralisée, à RB plus JXB, ce qui veut dire que le JXB, il est là. Voilà, c'est ce terme-là. Et ce qui veut dire aussi que RB est égal à 0. Donc si on reprend l'expression du coefficient de transmission en puissance, ce coefficient de transmission en puissance qui apparaît ici, on a vu RB qui est égal à 0, du coup le terme qui est ici va partir, et va rester au numérateur que XB au carré, qui apparaît une fois au dénominateur, sachant qu'on a aussi RB qui est nul, qui apparaît dans la parenthèse, qui n'a pas été détaillé ici. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser au numérateur et au dénominateur par XB, et du coup, ça fait apparaître une équation, une formulation, vous allez voir, qui est beaucoup plus simple. Donc il nous reste ρ0 fois C sur 2S fois XB. Voilà, ça c'est ce qu'on obtient. Donc on va maintenant remplacer XB par sa formulation. Donc TW, c'est égal à 1 plus 1 plus, et au carré, donc on a C sur 2S et multiplié par XB. Ça veut donc dire oméga fois LC sur SC moins C carré sur V fois oméga. Et ça, c'est LV au carré. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer à oméga 0. C'est-à-dire qu'on va regarder d'abord l'expression d'oméga 0. Je vais regarder l'expression d'oméga 0 au carré. Ça, c'est C carré multiplié par SC fois LC fois V. Et je vais essayer de retrouver un peu l'expression qui est indiquée ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par SC et multiplier par LC. Donc ça fait oméga carré fois LC sur SC, qui est égal à C carré sur V. Et je vais tout diviser par le oméga carré. Je vais diviser par oméga. Donc il y en a un qui part ici. Et je vais avoir oméga 0 ici. Ce qui veut donc dire que dès lors que je remplace dans cette expression oméga par oméga 0, d'après ce qui est indiqué ici, eh bien, la quantité qui est là est égale à 0. C'est ce qu'on vient de montrer en ce moment. C'est-à-dire que dès lors qu'on se place sur la pulsation propre du résonateur d'Helmholtz, le dénominateur ici est égal à 0, ce qui veut dire que le terme qui est
dans le carré, dans la parenthèse au carré, tend vers l'infini, et de ce fait, TW tend vers 0. Ça veut donc dire que quand on a notre résonateur qui est caractérisé par une fréquence F0, quand on a une onde qui arrive et qui est caractérisée par une fréquence F0, ben cette onde ne passe pas le résonateur. Elle est totalement réfléchie, puisqu'on a un coefficient de transmission qui est nul, donc ça veut dire qu'on a un coefficient de réflexion en puissance qui est égal à 1. Donc cette onde qui a une pulsation accordée avec le résonateur d'Helmholtz va être totalement réfléchie par le résonateur et ne va donc pas passer le résonateur. Donc on a ici ce qu'on appelle un filtre. Un filtre acoustique est basé sur une résonance. Si maintenant on a une fréquence, si on a une onde qui arrive avec une autre fréquence, cette fois-ci, cette onde va passer le résonateur comme si en fait il n'existait pas. Donc c'est un système qui est très sélectif, et dès lors qu'on a accordé la fréquence de résonance à une fréquence à annuler, si cette fréquence change, et bien le résonateur ne sert plus à rien. Donc on appelle ça un système passif, mais qui est très sélectif. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples de résonateurs qui sont très connus dans les amphithéâtres romains. Comme vous le savez, c'était une architecture qui était dimensionnée de telle sorte, enfin conçue de telle sorte que toutes les personnes qui étaient assises pouvaient entendre quasiment parfaitement le rayonnement sonore qui était produit par les acteurs qui étaient tout en bas. Et pour éviter le phénomène de réflexion lié au gradin, en fait, les concepteurs des amphithéâtres plaçaient ce qu'on appelait des pots acoustiques, qui ne représentent que des résonateurs d'Helmholtz ici, et dont l'embouchure débouchait en dehors des gradins. Donc vous en voyez ici une illustration, donc ça permettait comme ça d'avoir une absorption quelque part du son, enfin d'une certaine fréquence en fait, des ondes qui arrivaient sur ces pots. Vous avez une autre utilisation dans les églises aussi, dans les vieilles églises, avec des pots acoustiques toujours, dont l'embouchure donne sur la cavité de l'église. Et donc sur ce visuel, vous en voyez juste l'embouchure. Donc on devine que le pot acoustique est entièrement emmuré. Et ça permet d'éviter des effets de résonance, justement, liés aux parois rigides en vis-à-vis, comme ça, dans les églises. Et certaines études tentent à montrer même qu'il y avait l'utilisation de certains pots acoustiques qui étaient dans une partie du chœur, là où les personnes chantaient, en fait, et ce qui permettait de créer une ambiance plutôt harmonieuse, tout en plaçant de façon très réfléchie ces pots.